Bienvenue sur notre chaîne. Chad Daybell fait sensation depuis le couloir de la mort avec ses nouveaux écrits, Lettres de Chad. Les enquêteurs pensent avoir découvert les restes du fugitif Travis Decker. À Milwaukee, 6 enfants de moins de 9 ans ont été retrouvés enfermés dans un garde-meuble. En Pennsylvanie, une découverte choquante a eu lieu, les corps de 4 nourrissons ont été retrouvés dans une même maison. Un couple risque la prison après avoir été inculpé de bestialité et de possession de matériel pédopornographique. Enfin, une affaire macabre, issue du monde de la musique, a révélé le corps démembré d'une adolescente de 14 ans dans la Tesla du chanteur David. Il publie maintenant sur un site web créé par sa fille Emma Daybell Murray. La police a secouru 6 enfants, dont un nourrisson, d'un garde-meuble verrouillé pendant la nuit. Le propriétaire a trouvé un sac poubelle contenant un bébé mort dans un placard. La police de Lake City affirme avoir trouvé des vidéos du couple en train d'avoir des relations sexuelles avec des animaux. Le corps d'une adolescente est retrouvé dans le coffre d'une voiture, attaché à un artiste prometteur. Mais c'est Chad Daybell, d'accord. Je ne sais pas s'il essaie de redevenir un chef de secte ou ce qu'il cherche à faire. Mais il a maintenant lancé une sorte de blog depuis le couloir de la mort, intitulé « Lettres de Chad ». Comme on le sait, la fille de Chad, Emma, a cru en son innocence quasiment depuis le premier jour. Elle l'a soutenu, a défendu ses intérêts, et maintenant elle l'aide aussi à diffuser ses lettres, alors qu'il est toujours enfermé dans sa cellule de la prison à sécurité maximale de l'Idaho. Elle le croit toujours innocent. Elle pense qu'il a été victime d'un coup monté, qu'il a été condamné à tort, ce qui... Je ne sais pas si c'est simplement du déni pur et dur, pour ne pas avoir de mauvaises pensées envers son père, ou si elle le croit vraiment. Mais quoi qu'il en soit, elle contribue à diffuser ses lettres. Et la page d'accueil indique « Bienvenue sur Lettres de Chad ». Ce site web présente des lettres non censurées et non filtrées écrites par Chad Daybell depuis sa cellule du couloir de la mort. Je ne comprends pas pourquoi il a ce regain d'intérêt ou pourquoi il pense qu'il devrait commencer à partager ses lettres et que les gens se soucient vraiment de ce qu'il fait, de ses opinions et de sa vie. Peut-être qu'il y a encore des gens qui le suivent. Je ne sais pas vraiment. J'ai l'impression qu'il essaie de faire comme Jody Hildebrand et d'être un maître marionnettiste derrière les barreaux. Mais les lettres semblent vraiment raconter sa vie, ses expériences de mort imminente, les missions mormones qu'il a entreprises par le passé. Il se souvient même de moments passés avec sa première femme, Tammy, et de leur arrivée dans l'Idaho, de leur mariage, de la création de leur première maison d'édition. C'est un peu comme... Ok, c'est super, si on veut se remémorer des souvenirs. Mais aussi, oui, tu l'as tué. Alors, pourquoi te souviens-tu de ton mariage et de la création de votre entreprise ensemble? Par exemple, c'est toi qui as activement contribué à la tuer pour pouvoir épouser cette idiote de Lori Vallow. C'est complètement absurde. La première lettre commence donc par dire « Bonjour mes amis. Ici Chad Daybell, je vous écris depuis ma cellule, dans un établissement de haute sécurité de l'Idaho. Ceci est la première d'une série de lettres que je vais vous envoyer. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des cartes et des lettres pendant mon incarcération. Vos gentils mots de soutien m'ont beaucoup aidé. Et quelle que soit la personne qui lui envoie des lettres et des cartes, nous avons pu discuter. Je comprends que dans chaque affaire, il y aura toujours un peu de tapage médiatique, que ce soit celui de Watts, ce qui est répugnant, ou celui de Wade Wilson, qui est un excellent exemple. Les gens ont tendance à s'incliner devant ces personnes et à ne pas les considérer comme des tueurs, mais plutôt, je ne sais même pas comment l'expliquer, comme une sorte de célébrité. J'envoie des lettres et des cartes à cet homme condamné à mort pour le meurtre non seulement de sa femme, mais aussi de l'ex-mari, de ses 2 enfants, et pour avoir dirigé une secte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur cette page web, vous savez, les sites web classiques ont une section « À propos de moi » ou « de l'entreprise », par exemple. Il n'y a aucune information réelle sur Chad sur la page « À propos de l'auteur ».
Je dirais que c'est peut-être parce qu'il ne veut pas que les gens sachent pourquoi il est dans le couloir de la mort. Soyons honnêtes, la plupart des gens le savent déjà, mais il espère peut-être que si les gens découvrent cela par hasard, ils ne connaîtront pas l'étendue des allégations. Il sera donc intéressant de voir combien de temps cela va durer, ce qui en résultera, quand il commencera à demander quelque chose, car je suis sûr que ce n'est qu'une question de temps, ou s'il essaie simplement de reconstruire et de rétablir cette clientèle fidèle, comme il l'avait avec tous ses livres, les gens qui ont créé son podcast et tout le monde qui le flattait. Peut-être que ce sentiment de contrôle et de notoriété lui manque vraiment. Et je ne sais pas, c'est peut-être ce qu'il recherche. Tout ce que je sais, c'est que c'est un monstre. Passons à une autre mise à jour de l'affaire. Les restes humains retrouvés seraient ceux de Travis Decker. C'est lui qui aurait tué ses 3 filles. Il avait pris la fuite, quelques semaines auparavant, des restes humains ont été retrouvés, et on pensait qu'ils pourraient lui appartenir. Cependant, il a été rapidement établi qu'il s'agissait de restes d'animaux, et non de restes humains. On avait utilisé un drone à la recherche de preuves menant à Travis Decker. Et grâce à ce drone, on a trouvé un t-shirt vert fluo caché dans un terrain accidenté à environ 1,5 km du lieu où les 3 filles de Travis Decker ont été tuées. Et je pense que l'idée derrière tout cela était qu'après leur avoir ôté la vie, il allait se suicider, disparaître, non pas pour tenter de survivre et de fuir, mais pour échapper aux poursuites. C'est pourquoi, lorsque les premiers restes ont été retrouvés, les gens étaient pleins d'espoir et pensaient que ce serait lui et qu'il y aurait des réponses. Lorsqu'ils ont découvert cela, les policiers ont descendu en rappel d'un hélicoptère où ils ont localisé, en plus du t-shirt, les restes humains décomposés qui avaient été éparpillés aux alentours. Ces restes comprenaient également une boîte de tabac à chiquer, des vêtements, un bracelet, 2 pieds, des fémurs et même des vertèbres. La façon dont ces restes ont été dispersés laisse penser aux autorités que des animaux ont pu se trouver dans les environs. Les restes ont donc été envoyés au laboratoire de police scientifique de l'État de Washington. Des analyses ADN sont en cours pour confirmer leur appartenance à Travis. Cependant, il semble plus probable qu'ils lui appartiennent, surtout au vu des autres objets et vêtements retrouvés, qu'ils pensent appartenir à Travis. Au moment de cet enregistrement, rien n'a été confirmé. Peut-être qu'une fois ces informations publiées, la confirmation sera apportée. Mais il semble que nous ayons enfin une réponse à cette affaire. Nous allons maintenant aborder de nouvelles affaires. Et nous avons beaucoup de choses à dire. Les affaires troublantes ne manquent pas cette semaine. Et permettez-moi de dire que nous allons parler du chanteur David, la Tesla, de tout cela, de cette folie, et nous allons aborder tout cela. Mais d'abord, je voudrais commencer par cette affaire. Cette affaire dont nous allons parler est vraiment choquante. Plus tôt cette semaine, à Milwaukee, dans le Wisconsin, 6 enfants ont été retrouvés enfermés dans un garde-meuble. Et on ne parle pas d'un espace aménagé, ni de quelque chose d'habitable, ni même, vous savez, de ce que les gens font parfois, comme la vie en van, les petits espaces ou les conteneurs maritimes. On parle d'un véritable garde-meuble, une pièce en métal et en béton, sans lumière, sans eau courante, sans rien. Et tenez-vous bien, les enfants avaient 2 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans et 9 ans. Un bébé de 2 mois se trouvait dans ce garde-meuble. Ces bébés, pour la plupart des tout-petits, étaient aussi des nouveau-nés. Sans eau courante ni chauffage, c'est incroyablement triste. Vous vous demandez peut-être comment ils ont pu retrouver ces enfants. Vers 1h30 du matin, le mardi 16 septembre, quelqu'un a appelé les secours pour signaler un enfant qui pleurait dans le garde-meuble verrouillé du magasin du coin. À leur arrivée, les policiers ont déclaré avoir entendu des pleurs provenant de l'un des garde-meubles. Les autorités affirment que lorsqu'ils ont trouvé les enfants, il y avait un matelas sans drap, un canapé d'angle, un seau rempli d'urine, car, rappelez-vous, il n'y avait pas de toilette et pratiquement aucune lumière. En fait, la seule lumière que les agents ont vue provenait des fentes autour de la porte. Heureusement, il y avait la climatisation. Donc, la température était contrôlée à 24 degrés.
Mais les agents ont décrit les conditions comme, je cite, putrides. De nuit, notre caméra a filmé à Silver Spring après un appel, un homme enfermé dans un garde-meuble a forcé l'entrée. Ils ont trouvé un bébé dans l'une des parties du garde-meuble. La police dit avoir trouvé 6 enfants de 2 ans et un bébé de 2 mois. Pour entrer dans ce garde-meuble, il a fallu casser un cadenas pour libérer les enfants. Ils dormaient dans une voiture à proximité. Dans la voiture, avec eux se trouvait également leur chien. Et ils étaient garés sur le parking de ce garde-meuble. On aurait dit qu'ils étaient arrivés dans ce garde-meuble, qu'ils avaient fourré tous leurs enfants dans le garde-meuble, puis qu'ils étaient sortis dans la voiture pour dormir avec le chien. Permettez-moi de parler un peu des parents ici présents, car il y a quelques informations à décortiquer. Charles Duchrist, 33 ans, et Asia Ilinski, 26 ans, ont déclaré à la police qu'ils étaient sans abri et qu'ils avaient été expulsés d'un refuge local il y a environ 1 mois et demi. Ils ont admis qu'ils séjournaient effectivement dans ce garde-meuble de temps en temps, mais que, d'après les rapports, ce n'était pas juste une nuit ou 2. Cela a continué depuis leur départ du refuge. C'était donc plusieurs nuits par semaine. En entendant cela au début, je sais que certains d'entre vous ont peut-être pensé comme moi au début, bon, peut-être qu'ils étaient désespérés. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'autres options. Peut-être qu'ils essayaient de trouver le meilleur cadre de vie possible pour leurs enfants, ce que j'ai compris jusqu'à ce qu'ils annoncent à la police qu'ils avaient d'autres options. Ils ont ouvertement avoué aux policiers que les enfants auraient pu rester chez des proches plutôt que dans ce garde-meuble. Et même si c'était leur seule option, enfermer ces enfants, surtout à cet âge de la petite enfance, dans un garde-meuble sans aucun moyen de sortir, sans nourriture, sans eau, sans toilette, sans lumière, c'était évidemment inacceptable, un énorme problème. Et on se demande combien de temps cela aurait pu durer avant qu'une catastrophe ne se produise. Et ce qui rend la situation encore plus triste, c'est ce que les enfants ont dit aux policiers après avoir été retrouvés. L'enfant de 9 ans a déclaré à la police qu'il était chargé de s'occuper des 5 autres enfants, pendant que leurs parents étaient absents ou en train de boire. Il a également ajouté qu'il était chargé de donner un biberon, une tétine au bébé, ou de le prendre dans ses bras lorsqu'il pleurait. Il a ajouté qu'il n'avait ni téléphone ni aucun autre moyen de contacter ses parents en cas d'urgence dans ce garde-meuble fermé à clé. L'enfant de 7 ans a également dit qu'il ne saurait pas comment sortir de là en cas d'urgence. Et l'enfant de 3 ans a dit qu'elle était, je cite, contrariée que le chien ait dormi dans la voiture alors qu'elle et ses frères et sœurs dormaient dans l'appartement. Réfléchissons un instant à tout ça. J'essaie juste de comprendre. Une enfant de 9 ans chargée de s'occuper de tous ces tout-petits et d'un nourrisson. Comment un enfant de 9 ans peut-il savoir calmer un bébé qui pleure? Même les adultes ne savent pas toujours le faire, n'est-ce pas? Alors, avec ce poids et cette responsabilité, et sachant qu'en cas d'urgence, Dieu nous en préserve, on n'a aucun moyen d'appeler à l'aide, aucun moyen de sortir, aucun moyen d'alerter ses parents. Ils pensent qu'il est plus important de sortir, de boire et de faire la fête, sans penser qu'ils ont des enfants. Ça me rappelle un peu la série Shameless. Comme une version plus jeune, même avec les enfants, ce qui est horrible. Mais je ne sais pas. Les 2 parents ont donc été arrêtés et inculpés, et les enfants ont été placés en détention préventive. Et comme si ce n'était pas assez écœurant, une autre information qui a fait surface dans toute cette affaire est que Charles, le père, est inscrit au registre des délinquants. Il a été condamné en 2010 pour avoir agressé une fille de 13 ans alors qu'il avait 17 ans. Et en plus de ça, lorsque la police a trouvé ses 2 parents, ou plutôt ses adultes, je suppose que ce sont des salauds, devant ce complexe de stockage après avoir découvert tous leurs enfants renfermés à l'intérieur, il y avait aussi une arme sur lui. Donc, en plus de 6 chefs d'accusation de négligence envers enfants, il est également accusé de possession d'armes à feu. La mère est également accusée de 6 chefs d'accusation de négligence envers enfants. Et toute cette affaire soulève de nombreuses questions sur la façon dont la famille a pu passer entre les mailles du filet, surtout avec 6 enfants impliqués, dont, encore une fois, un bébé. Quand quelqu'un est-il allé à l'école pour la dernière fois?
Je pense qu'il y a beaucoup de questions que nous allons encore élucider, car parfois aussi, dans des cas comme celui-ci, lorsqu'on constate que quelques enfants, voire plusieurs, sont mis à l'écart ou cachés pendant des mois, voire des années, presque comme dans une maison des horreurs, il y a encore plus de négligence sous-jacente. Nous verrons donc ce que nous apprendra cette affaire, depuis combien de temps cela dure, quelles étaient les véritables circonstances, pourquoi ils ont été expulsés du refuge, pourquoi ils auraient donné la priorité à l'alcool plutôt qu'à leurs propres enfants. J'espère que ces enfants sont maintenant bien traités, mais j'espère aussi qu'ils sont avec des membres de leur famille qui les aiment et qui peuvent prendre soin d'eux. Nous savons que les parents ont dit qu'ils pouvaient se tourner vers des membres de leur famille, mais que, pour une raison ou une autre, ils ont choisi de ne pas les y envoyer. Oui, c'est vraiment triste. Malheureusement, cette nouvelle affaire concerne également des enfants. C'est un cas qui vient de Pennsylvanie et qui est tout simplement horrible. C'est extrêmement perturbant. Et en fait, lorsque vous et moi avons commencé à faire des recherches, la situation a fait qu'empirer. Il s'agit d'une femme nommée Jessica Motti. Elle a 39 ans et habite à Cadigan Township, dans le comté d'Armstrong. Tout a commencé par une simple expulsion, mais ce qu'ils ont découvert après son expulsion a bouleversé toute la communauté. Et tout a été révélé au grand jour. Jessica vivait dans une maison de location à Cadogan Township, dans le comté d'Armstrong. Rien de bien inhabituel. Elle élevait ses 2 enfants de 6 et 8 ans. De l'extérieur, tout semblait normal et tranquille. Mais Jessica a été expulsée. Les propriétaires pensaient tomber sur quelques chats, un désordre et quelques petites choses banales à nettoyer. Mais ils se sont en fait retrouvés avec un énorme désordre. Et alors qu'ils faisaient le ménage, ils ont remarqué une odeur nauséabonde provenant du placard. En ouvrant le placard, ils ont fait une découverte que personne ne devrait avoir à faire. À l'intérieur d'un sac poubelle se trouvait le minuscule corps d'un bébé. Évidemment, ils ont immédiatement appelé la police, et les enquêteurs sont intervenus, ont confirmé qu'il s'agissait bien du corps d'un bébé décédé et ont commencé à fouiller la maison minutieusement, à la recherche de preuves ou de tout autre élément inhabituel. Et c'est là que les choses ont empiré, car il ne s'agissait pas d'un seul bébé dans le placard, mais de 4. 4 nourrissons différents ont été découverts dans la maison au cours des jours suivants. Un dans un placard et 3 autres au grenier, enveloppés dans des serviettes ou du plastique et placés dans des sacs fourre-tout. Elisabeth Jérémy a aidé le propriétaire à chercher pendant 3 jours plusieurs chats abandonnés après l'expulsion récente de Motti. La savoir si proche, c'était répugnant de voir ces bébés morts. Vous avez une pièce sans aucune trace, pas de nourriture laissée derrière. La police découvre 2 sacs en plastique ainsi que des sacs poubelles contenant des nouveau-nés. Alors, lorsque la police a interrogé Jessica, elle aurait admis avoir donné naissance à tous les bébés. Et la façon dont elle a décrit les incidents est plus que déchirante. Elle a dit avoir accouché du premier bébé dans la salle de bain, puis s'être évanouie. Quand elle s'est réveillée, le bébé était sous elle, par terre, sans respirer. Et le 2e bébé serait mort-né. Jessica a dit avoir accouché du 3e bébé assise sur les toilettes. Le bébé est tombé dans les toilettes et elle a laissé plusieurs minutes. Elle a entendu le bébé faire des bruits, preuve qu'il était vivant. Au lieu d'appeler à l'aide, elle l'a enveloppé dans une serviette, l'a tenu jusqu'à ce qu'il cesse de faire des bruits, puis a mis le corps dans un sac poubelle et l'a caché dans le placard. En lisant cela m'a beaucoup rappelé l'affaire Lake et Snelling, et les différentes théories qui étaient liées, au sujet du bébé et de ce qui s'était passé. Malheureusement, maintenant, ce qui rend la situation encore plus difficile à comprendre, c'est que pendant tout ce temps, Jessica vivait dans la maison avec ses 2 enfants survivants, continuant sa vie comme si cette horrible chose ne s'était jamais produite, à 4 reprises. Pendant ce temps, son mari est en prison pour des accusations sans rapport, plus précisément pour conduite en état d'ivresse et mise en danger d'enfants, mais là encore, sans rapport. Depuis janvier de cette année. Nous ignorons s'il était au courant de ses grossesses, des bébés, de tout cela. Rien de tel n'a encore été confirmé.
Mais les voisins et les habitants sont stupéfaits. De l'extérieur, Jessica ne se démarquait pas vraiment. Elle avait l'air d'une simple mère vivant sa vie, élevant ses enfants, et personne ne s'attendait à ce que tout cela se déroule à huis clos. Et maintenant, la petite ville de Pennsylvanie se retrouve avec plus de questions que de réponses. Et que sortira-t-il exactement de cette affaire une fois toutes les preuves réunies? Parlons donc de la situation juridique. Jessica Motti a été inculpée d'homicide involontaire pour la mort d'un nourrisson, d'homicide involontaire en lien avec un autre bébé, et de multiples chefs d'accusation de dissimulation de la mort d'un enfant, ainsi que de maltraitance d'un cadavre. Elle est détenue sans possibilité de libération sous caution, ce qui est tout à fait logique compte tenu de la gravité des faits rapportés par les enquêteurs. Et maintenant, ces deux jeunes enfants, qui souffraient probablement déjà du traumatisme de la détention de leur père, doivent eux aussi perdre leur mère. Cette affaire est toujours en cours et nous en apprendrons davantage au fur et à mesure de son évolution judiciaire. Pour l'instant, les enquêteurs reconstituent la chronologie, les résultats de l'autopsie et les preuves. Je me demande donc si nous en avons terminé ou s'ils vont découvrir d'autres choses. Et le plus dur dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune preuve. Elle dit évidemment que pour cette grossesse ou cet accouchement, je dirais qu'elle a laissé le bébé dans les toilettes et qu'elle l'a étouffé. Mais pour les autres, il pourrait être difficile de prouver s'il s'agissait vraiment d'une morti-naissance. Que s'est-il réellement passé si d'autres bébés sont retrouvés et quelles accusations en découlent? On en revient à l'affaire Lake et Snelling, Alexis Treviso, où se trouve la frontière subtile entre la connaissance de votre grossesse et l'intention de s'en débarrasser, plutôt que des causes naturelles ou quelque chose de ce genre. Eh bien, 4 grossesses différentes, sur plusieurs années. Oui. Comme je l'ai dit, comment cela passe-t-il inaperçu? C'est horrible d'y penser. Et, en parlant de dégoût, on va passer à l'histoire suivante, qui est honnêtement, l'histoire la plus dégoûtante de tous les temps. Et si vous êtes en train de manger, ou si vous avez mangé récemment, vous feriez peut-être mieux de passer à autre chose, car c'est l'une des affaires les plus écœurantes et dégoûtantes que j'ai couvertes récemment. Je suis sérieuse. Et le pire, c'est qu'il n'y avait pas qu'une seule personne impliquée dans tout ça. Il s'agit en fait d'un couple. Ils vivaient dans une ville tranquille de Floride et formaient, en apparence, un couple relativement normal, mais ils ont été accusés d'avoir commis des actes horribles qui dépassent l'entendement. Tout a commencé lorsque le Centre national pour les enfants disparus et exploités a reçu une information concernant du matériel pédopornographique explicite partagé sur Snapchat ainsi que différents types de matériel impliquant des enfants. À partir de là, cette information a été transmise au service de police de Lake City. Les enquêteurs ont commencé à enquêter et ont finalement remonté la piste jusqu'à un homme nommé Jordan Hoffman. Jordan a 33 ans. Il est père de 2 jeunes enfants. Un pompier, un père de famille. Mais une fois que la police a obtenu son mandat de perquisition et examiné ce que Jordan avait en sa possession, ce fut comme ouvrir la boîte de Pandore. Une boîte vers le mal absolu. Les enquêteurs ont découvert plusieurs images pornographiques de jeunes enfants, ainsi que, tenez-vous bien, de nombreuses images de Jordan se livrant à des actes sexuels avec un chien. Jordan a donc été arrêté le 25 août, à l'époque, il était accusé de possession de matériel pédosexuel. Il a été incarcéré à la prison du comté de Columbia et sa libération sous caution lui a été refusée. L'affaire ne s'arrête pas là, car moins de 2 semaines plus tard, la situation a dégénéré. Le mardi 3 septembre, Jordan a été accusé de 53 chefs d'accusation supplémentaires liés à des enfants. Lorsque la police a procédé à une analyse de son téléphone, elle a découvert des images encore plus explicites. Ces nouvelles accusations concernaient des activités sexuelles impliquant des enfants et des animaux. Au départ, les gens pensaient que sa femme ignorait totalement ce que faisait son mari, qu'il n'était qu'une sorte de monstre caché derrière des portes closes, et que personne ne connaissait sa vie secrète et ses perversions secrètes. Peut-être même était-elle une autre victime de sa double vie. Mais selon les enquêteurs, ce n'était pas du tout le cas.
2 jours seulement après l'ajout des chefs d'accusation contre Jordan, elle a également été arrêtée. Lorsque les enquêteurs ont procédé à l'analyse du téléphone de Jordan, ils ont également découvert que sa femme se livrait exactement aux mêmes actes horribles. Elle est donc désormais accusée de 5 chefs d'accusation de possession de matériel pédosexuel et de 8 chefs d'accusation d'activités sexuelles illégales impliquant des animaux. Elle était donc non seulement au courant, mais elle y a activement participé. L'épouse de ce pompier du comté de Columbia l'a désormais rejoint derrière les barreaux après que la police de Lake City a déclaré avoir découvert des vidéos du couple ayant des relations sexuelles avec des animaux. Harley Hoffman, 27 ans, a été arrêtée quelques jours après son mari, Jordan Hoffman, 33 ans, pour des accusations similaires. Les policiers disent avoir également trouvé des images pornographiques de jeunes enfants. Tous deux sont accusés de possession de pornographie juvénile et de relations sexuelles avec des animaux. Jordan est également accusé de promotion de performances sexuelles. Bon, je dois dire qu'il faut être un vrai dingue pour non seulement faire ce genre de choses contre des enfants, avoir du contenu impliquant des enfants, mais aussi, en plus, baiser des animaux, se prendre en photo en train d'avoir des relations sexuelles avec des animaux, c'est tout simplement dégoûtant. Je ne sais même pas par où commencer. Vous savez à quoi ça me fait penser? Comment s'appelle cette affaire? Était-ce l'affaire Perkins? Il y a quelques années, il y avait une affaire où un couple était impliqué dans toutes sortes de choses étranges. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais elle était enseignante. Et je pense qu'il y avait aussi de la bestialité dans tout ça. C'était il y a quelques années maintenant. Mais malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Donc, pour l'instant, Jordan et Harley sont tous les deux en détention sans caution. Pouvez-vous nous dire dans les honnêtement, commentaires c'est où vous exactement vivez là et où quelle ils heure il devraient est dans être, votre Car pays? comme je l'ai dit plus tôt, ils ont des enfants, et heureusement, ils ont été immédiatement retirés du foyer. J'imagine que s'ils avaient été à leur place, il y aurait aussi eu des accusations d'inceste, mais je ne sais pas. Enfin, être exposé à ça à un si jeune âge, c'est horrible, et comment les gens font ça, ces choses horribles et dégoûtantes, ça me dépasse. Comment ces deux tarés font-ils pour se regarder dans un miroir? Merci d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage.